Voilà. Bonjour. We are on. Voilà. Donc on a fait 4 jours de réunion à 11 heures le matin à la résidence Hacker. Et on devait présenter ça à deux. Et puis finalement on s'est dit que c'était vachement mieux d'impliquer tous les gens qui ont participé parce qu'il y a eu les réunions. Ouais, j'aime pas du tout ça. Et elles ont duré 4 heures chaque jour. Donc bravo à tous les gens qui ont supporté la réunionite. On va essayer de revenir un peu sur ce qu'on a échangé durant ces moments. Et puis je vais laisser parler les autres parce que moi j'ai beaucoup parlé. Et je vais montrer un peu ce qu'on a écrit en utilisant la conférence THSF sur notre discours qui est par ici, voilà. Donc c'est une conférence publique. Pour participer, vous pouvez vous inscrire. Et si vous n'êtes pas dans le groupe THSF, mais que vous étiez là, vous pouvez m'envoyer un message, how, H-O-W, et sur ce système-là, ou par email, how@zoethical.com, même domaine. Voilà, allons-y. Moi, je voulais juste dire que la question qui s'est posée, introduire de façon un peu plus générale, la question qui s'est posée au sein de la résidence de Hackerspace, c'est que le lieu du THSF est finalement l'endroit où on se retrouve. Il n'y en a pas tant que ça, que c'est un lieu qui est important pour nous et que c'est peut-être l'endroit de prendre le temps de discuter nos modalités de travail, le vivre ensemble, les moyens à mettre en œuvre pour avoir une meilleure communication au sein des groupes, la raison même des hackerspaces, les différentes évolutions. Et voilà, si tu veux passer sur les notes. Et je pense que tout le monde n'a pas forcément vu les notes qu'on a prises, donc je vous invite à ceux qui sont présents sur scène à les commenter et présenter également la bulleterie. Est-ce que tu veux en parler ? Merci. Bonjour, moi c'est Seb. Je suis venu ici avec Hassan. On vient du SSL à Ivry, le Skill Swap Lab. Et c'était mon premier TSHF. Et j'ai ramené avec moi un outil que je suis en train de développer qui s'appelle la bulleterie, c'est ça qu'il y a par terre. C'est un réseau social analogique. En gros, voilà, il n'y a pas d'internet, c'est des règles très simples. On a un index avec plein de numéros, on choisit le chiffre qu'on veut, c'est son identifiant. Unique User ID, je crois qu'il y a une conf là-dessus. En fonction de ce qu'on aime faire, partager aux autres, etc., on prend une bulle et on marque les choses qu'on a envie de partager aux autres. Donc faire de l'Arduino, bricoler, danser. Et une fois qu'on a cette nébuleuse de bulles, on peut constituer des petits groupes de travail. En fait, chacun est inscrit dedans. Là, il y en a une, par exemple, sur libérer des terres, avec le chiffre 8, 7 et 17. Il y a 3 façons de mettre son chiffre. On écrit juste son chiffre, on est intéressé. On met un rond autour, on est passionné. On met un carré autour, on s'estime experte. C'est très subjectif, mais c'est pour un peu s'auto-évaluer soi-même dans l'espace, où est-ce qu'on en est, ce qu'on a envie de partager aux autres, et repérer aussi les autres personnes qui peuvent être dans un lieu, qui ont peut-être des compétences similaires aux vôtres et que vous ne connaissez pas en fait parce que vous n'avez pas eu le temps de l'échange, etc. Donc ça, c'est un outil qui est un prétexte à l'échange. Donc c'est pour ça que je parle de réseau social. Et on l'a testé ici, je l'avais fait en public là-bas et on l'a fait aussi ici après à la résidence. Et on a pas mal de mots qui sont ressortis, je vais peut-être vous les lire, mais c'est un peu des thématiques qui ont un rapport avec les discussions qu'on a eues justement sur quelles sont les conditions pour vivre en hackerspace, partager avec les autres. Donc j'ai quoi ici? J'ai soutenir. Après il y a être forêt. Ça c'était marrant, on se disait que ce serait bien de retourner un petit peu à la campagne, trouver des petits lieux de respiration, sortir de la ville pour aller faire des choses un peu plus les mains dans la terre, sortir un peu le cul de la chaise et de l'écran. On a tous ensemble, on a différence aussi, dans le sens où c'est bien de savoir cultiver les différences, mais aussi savoir où elles se trouvent, quelles sont les frontières entre chacun, pour pouvoir discuter sans animosité et échanger et avancer ensemble, mais avec les différences. On a
capteur électronique aussi. On a curiosité, fragilité, temps commun, conditions d'existence, compossibles. C'est quoi les compossibles? C'est elle qui l'a marqué, donc du coup... Alors, les compossibles, c'est dans le champ des possibles qui sont tout ce qu'on peut imaginer, les possibles qui peuvent coexister dans la réalité. Ce qui est très différent. Par exemple, la singularité des transhumanistes, c'est une possibilité, mais elle n'est pas compossible. Voilà. Après, on en a d'autres. On a surveiller les gouvernements, les traquer. Traquer aussi les firmes et les entreprises. C'est parce qu'on parlait de compétences. Ouais, pour les compétences. On a... libérer les terres. Moi, on disait libérer les terres parce que on a besoin des lieux. Tu parlais de l'association avec l'occupation des lieux. Est-ce que je peux passer la parole sur libérer les terres et occuper les lieux? Sur libérer les lieux. Ouais, ouvrir des lieux, tout ça. C'est assez vaste comme thème. Oui, un résumé rapidement. Je me présente en fait, Hassen, fondateur d'un hackerspace ou un club, on va dire, à Paris, le SSL, avec Seb. Et en fait, comment dire, j'encourage un peu les gens en fait, face à cette crise d'habitation qu'on a tous. On a beaucoup des lieux vides et des gens qui s'endorment. On a des terres qui sont occupées et des gens qui ne peuvent pas y accéder et tout. À ouvrir des tiers-lieux, des lieux alternatifs où il se passe des brainstorming, un peu comme ici et tout. Et comment dire, que voilà quoi, les hackerspace, ne pas hésiter quoi, à avoir le courage d'ouvrir ça quoi. Enfin, je sais pas quoi dire exactement, j'avoue que c'est total impro ce truc quoi. C'est ce qui s'est passé en fait pendant 4 jours, c'était rencontrer les gens et tout. C'était pas mal quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur libérer les terres, peut-être les modalités, comment on ouvre un lieu, est-ce que, enfin je me rappelle, on avait pas mal parlé des différentes modalités, c'est-à-dire légal, illégal, illégal, ce genre de choses, enfin quelles sont les... Par exemple, s'il y a des compétences à s'échanger entre hackerspace ou lieux comme ça, c'est comment on ouvre des lieux, comment on facilite le chemin à d'autres personnes pour pouvoir le faire eux-mêmes et créer leur propre lieu à eux qui leur correspondent avec les gens qui vont le fréquenter. Quelque chose, c'est des choses très locales, donc du coup on ne peut pas imposer un modèle, mais par contre on peut donner les recettes pour créer ces espaces. Exact. Et donc, un peu ces recettes-là, moi, je vous invite à vous informer sur le FOU, le Festival des ouvertures utiles, qui se passe à Paris et qui regroupe un peu les gens qui ont ces idées, ce moyen de fonctionnement et qui ont des compétences qu'ils peuvent offrir à des communautés et tout, je sais pas, qui ont repéré des lieux et tout, et qui savent utiliser leurs mains pour libérer les bâtiments et tout. Et le squattage, entre guillemets, c'est un peu une sorte de hack face à la justice, face au gouvernement et tout. Et c'est un truc qui s'adapte à chaque fois et tout. Les lois changent, on fait que les hacker, que les ouvrir et tout, etc. quoi. Et excuse-moi. Et on a besoin, comment dire... on a senti qu'il y avait plusieurs énergies, mais vraiment défragmentées un peu partout. Donc le THSF a réussi à plus ou moins les regrouper ici et que discuter un peu des manières de comment ouvrir et tout. Voilà quoi. Je sais pas, quelqu'un veut parler de ouais, bonjour. Avant de passer un petit peu, revenir sur les notes qui ont été prises en direct, vraiment avec les noms tels qu'elles ont été dites pendant les 4 réunions qu'on a fait. Moi je suis Fergus, je viens du Jack à Montreuil. Et quand on a dit ça, tous là, c'est que en fait, on vient ici au THSF chaque année. Moi, c'est la 2e année que je viens. Et on sait que c'est le moment de l'année. Et moi, j'en ai qu'un seul personnellement, où je vais être pendant plusieurs jours avec des gens d'autres hackerspace. Et si je crois qu'en France, on a plus ou moins des liens... lejardindalice.org. C'est pas celui-là. Et jack.tf. Si on se connaît tous, voilà, ça c'est le hackerspace qui est donc au Jardin d'Alice.
Si on se connaît tous et qu'on a plus ou moins des liens historiques et géographiques, on était à un moment au même endroit, après plus au même endroit et de nouveau au même endroit. Au final, bien qu'on soit les porteurs en tant que développeurs, hackers, programmeurs, des moyens de communication, de tout ce tralala technologique, en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du tout. Il y a 10 000 mailing lists, il y a 10 000 canaux sur IRC, mais c'est quoi IRC? Il y a 10 000 je sais pas quoi. Et en fait, c'est hyper important d'être ici pour pouvoir faire ça. Et quand on est ici, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, l'an dernier, j'ai quand même passé pas mal de temps à bidouiller parce qu'il y a cette résidence hacker qui est juste à côté. Si vous nous avez pas beaucoup vu, c'est parce qu'on y a passé pas mal de temps. Et on pouvait bidouiller, se lancer sur un projet. Bon, c'était libre à la façon hackerspace de campagne, au sens où on déplace un petit morceau du hackerspace et on vient faire comme on fait d'habitude ici. Et ben, cette année, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, parce que du coup, je remercie Zoetica, Natacha et Elikin de nous avoir proposé de faire ça. Au final, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, et on s'est rendu compte qu'il y avait, ça a duré très longtemps les réunions, enfin désolé pour le mot, et il y avait une attention de chacun très très forte en fait, bien qu'on était venu en se disant je vais faire ça, je vais faire ça. Au final, quand on a fait un tour de table de 2h30, 3h, bah, tout le monde est resté pour rencontrer tout le monde. Voilà. Oui, le Jack, pour revenir dessus et finir de me présenter et les autres, c'est un hackerspace avec des petits-enfants, des petits-enfants, de arrière-petits-enfants du TMP Lab, de la Black Box, du Loop à Paris. On a rejoint ce collectif d'artistes, le Jardin d'Alice, qui était en squat, puis en lieu conventionné, puis dans d'autres espaces. Et on s'est lié avec eux. Ça ressemble pas mal à ici. Espace de travail, espace de répétition, artistes. Et du coup, on est devenus très potes avec eux. Et on travaille vraiment sur pas que, mais on travaille beaucoup sur la transdisciplinarité et faire des collaborations avec les artistes. Voilà. Ouais, je sais pas. Ah oui. On essaye de venir en délégation le plus possible. Je viens parler de ta Paulette. J'aimerais bien t'avoir à côté. Allez. Et je précise qu'il y aura quand même une restitution des travaux faits par la résidence hacker ensuite. C'est ça. Ouais, moi c'est Fabien, je suis du Jack. Mais historiquement, Datapollet s'est séparé de la Black Loop pour des raisons d'espace. Puis quand on est arrivé au Jardin d'Alice, nouvelle version, il y avait 2 box. Donc ils sont restés dans leur box et nous on est restés dans le nôtre. Mais bon, on est complètement transverse puisqu'on est voisins juste par une séparation. Donc Datapollet, c'est un hackerspace orienté textile numérique pour simplifier la chose. Et c'est extrêmement à la mode. Tout le monde veut faire des textiles qui s'allument et qui sont électroniques. Et donc ils sont très peu représentés aujourd'hui, voire pas du tout, mais ils sont présents sur la scène hackerspace. Quelle est la différence entre être présent sur une scène hackerspace et être présent ailleurs? Ah. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui veut répondre à cette merveilleuse question? Eh bien, Datapollet, donc ils font, par exemple, ils détournent des tricoteuses électroniques. Ils ont des projets de capteurs tactiles souples, textiles, vraiment bien aboutis. Et ils vont faire des conférences un peu partout dans le monde. Et ils font aussi toute la recherche est sur leur wiki, qui est très bien fournie, y compris la matériothèque. Dès qu'ils ont un nouveau matériau qui est disponible sur le marché et qui est conducteur ou qui a telle propriété, il est documenté, il est testé, quand il y a une expérience qui est faite avec, c'est documenté. C'est ce que fait une entreprise en fait. Elle expérimente et tout, sauf qu'elle garde tout dans ses bases de données pour vendre un produit plus tard. Et le jour où elle coule, on enterre les cartons. Alors que là, c'est redistribué à la communauté, donc c'est une présence sur Internet. Et c'est très important, dès que vous faites du textile numérique, c'est une mine d'informations. Et il y a un gros lien avec la recherche aussi, puisque la plupart des membres de Datapollet travaillent dans des domaines qui sont assez pointus. Et des fois, ça aboutit sur un papier de recherche qui permet d'aller en parler donc, dans le monde entier.
comme... ouais, peut-être pas celui-là. Non, c'est surtout le capteur. Après, c'est des kits aussi, par exemple, des kits d'extension de microcontrôleurs qui permettent de coudre des circuits souples dessus, plein de choses. Les fibres optiques qui permettent de rendre un vêtement lumineux, c'est des fibres optiques qui sont sablées de façon non linéaire pour diffuser la lumière de façon régulière, linéaire. Et la jonction avec la LED, par exemple, c'est pareil, c'est fait maison. Et on recherche un moyen de l'industrialiser un petit peu. Mais voilà, donc là, il y a une fibre optique qui est reliée à une LED. Et ça fait des superbes effets. Je peux reprendre élargir. Élargissons. Merci. Donc on est voilà quelques exemples. Il y avait d'autres lieux présents. On n'est pas la présentation sur cette scène n'est pas exhaustive, loin de là. On avait des Grandes Zéro, Usinette évidemment. TMP Lab. Dommage qu'ils ne soient pas là. Oui, qui devaient être là. Ils se cachent, mais ils sont là. Et donc une multiplicité de formats, une grande variété d'actions. Mais donc comme je disais sur la constatation qu'on se retrouvait ici, que c'est un lieu, un moment de travail important pour nous. Et on s'est posé la question de comment poursuivre en amont et ensuite par rapport à cette rencontre et quels étaient nos besoins en termes de réseau. Et c'est sur ça que portent nos notes. Je traîne souvent à l'Electrolab aussi à Nanterre, Ouais. à côté de Paris, qui est le plus gros hackerspace d'Europe. Et où il se passe pas mal de choses aussi. Donc on a des notes sur papier du jour 2 parce qu'on a travaillé, donc, comme vous l'avez compris, en analogique et en numérique et en rencontre humaine. La discussion fédératrice du 3e jour a démarré sur la question du hackerspace. Mais peut-être que tu peux commencer par les tiennes aussi, qui sont peut-être plus explicites. Celle au-dessus. Voilà, la question qui relie les lieux. La question du temps commun, donc on a constaté un manque de temps commun qui a été, auquel on a espéré répondre pendant ces quelques jours, de manque de temps de parole. Là, on a rappelé un petit peu l'histoire des hackerspace versus les Fab Labs et à quoi a correspondu Louise qui a rappelé que l'arrivée des Fab Labs a remis en... Pardon, je peux lire les notes là-haut. C'est ce que je dois t'expliquer. Donc Donc Tu prends le micro et tu parles. Tu prends le micro? Donc on repartait Ah ouais. sur les notes, la question de réseau, Ah ouais, d'accord. l'historique. Ah oui, ouais. Alors on s'auto-héberge et donc ça marche pas. Voilà. Non, ça marche pas que quand il y a un festival et qu'il faut montrer un truc. Donc, puisque d'autres Je sais pas. sont présentés, je présente-toi rapidement. Moi? Vous deux. Bah vas-y. Bon, Alexandre du TMP Lab, le hackerspace de Vitry-sur-Seine. Avant, maintenant on est à Choisy-le-Roi. Et Usinette. Et usinette.org, ouais, un hack lab qui est à la campagne. Identifier les moments, ça c'est bien. Ouais, mais c'est pareil, ça marche pas aujourd'hui. Voilà. Les trucs qui marchent pas, des fois. Donc je poursuis l'interprétation des notes. La question s'est posée de la fragilité des hackerspaces, de notre besoin de connexion, de la prise de conscience du discours politique qui se tenait au sein des hackerspaces à la différence d'autres endroits. Et cette prise de conscience a été exacerbée par ce que Louise a donc appelé Startup Nation et l'arrivée des Fab Labs. La question de notre but est-il de faire nos projets, de répondre la parole à d'autres, le rapport au public, la question de la bulle. Est-on dans une bulle et de quelle manière veut-on la partager? Donc, on voyait tout à l'heure la question des communs et
et de la formation des communs avec cette notion de limite intérieure et extérieure. Donc comment est-ce qu'on fonctionne au sein de nos collectifs, comment on fonctionne par rapport aux autres, avec tous les enjeux d'ouverture au public qui sont souvent demandés et qu'on a ou on n'a pas toujours les moyens d'assumer. Donc on accueille, on est des lieux ouverts, on est des lieux de diversité, étant des lieux d'accueil public, et les manières de l'être, ça va pas être toujours très clair. Je ne sais pas s'il y a des commentaires. Ouais, par rapport à la diversité, ça dépend des endroits, quoi. On n'est pas non plus... Il n'y a pas une extrême mixité dans certains hackerspaces de genre et de parcours sociaux, quoi. Mais voilà, on y travaille, mais c'est vrai que c'est déterminé par les techniques, l'informatique. Bizarrement, c'est censé intéresser que les garçons, par exemple, à l'école. Voilà, et puis je sais pas, après là par exemple le TMP Lab, il est à Choisy-le-Roi, dans une partie sud de la ville qui est un peu délaissée par la municipalité, enfin les municipalités successives, et par exemple on avait appris que la lumière dans la rue s'éteint, mais que dans cette partie-là de la ville. Voilà, et effectivement, les gens en face du TMP Lab, là, il y a la maison pour tous dans laquelle on est, et en face, il y a une grande une cité. C'était sympa de les découvrir et de les rencontrer quand on a fait un festival il y a 2 ans. Sinon, on les aurait jamais rencontrés, en fait. C'est toujours, il faut quand même faire un truc actif, proactif, comme on dit dans la Startup Nation. Et en gros, ouais, il faut aller voir les gens, quoi. Il faut même se forcer, même si on a la flemme, et il faut aller voir les gens, les voisins, en fait. Et donc c'était assez cool. Il y a 2 ans, c'était inattendu. Il y avait le Ramadan en même temps. Le soir, on s'est éclatés tous ensemble. On a fait la fête et puis manger des merguez et tout. Et pas seulement. Il y avait des jeunes parisiens qui ont l'habitude de faire des, comment on appelle ça, des escape game, espèce de jeu de rôle où on doit s'échapper d'une maison, tout ça. Ils ont installé ça dans une autre médiathèque à côté, et il y avait tous les jeunes un peu du coin qui ont participé. Alors là pour le coup il y avait un peu de mixité, c'était cool, quoi. Voilà. Ouais, après je sais pas. Les autres derrière. On a parlé du travail, beaucoup. Le travail. Donc, on en a parlé pas mal pendant le temps du festival. Comment reconnaître ce qu'on fait dans un hackerspace comme un cadre de travail. La notion de tiers-lieu qui avait été abordée dans notre présentation introductive, celle de la présentation introductive de Petite Singularité. Savoir si on était effectivement un lieu entre le travail ou la maison, ou si on était aussi des lieux de vie, en abordant un débat qui a lieu au sein des hackerspaces. Est-ce que c'est des lieux où on peut passer la nuit, par exemple? Et aussi en abordant la migration à la campagne de certains lieux, et éventuellement de possibles réseaux qui sortiraient des grandes villes et qui associeraient d'autres lieux de vie et même d'autres lieux de résistance qui ne seraient pas complètement liés au hacking technologique. J'aimerais bien avoir des là-dessus. Ah ouais, ouais, du coup, pour le côté hacker des villes et hacker des champs, il y a la proposition d'usinette.org que vous verrez pas parce que ça marche pas là aujourd'hui, mais vous verrez plus tard, les prochains jours. En fait, c'est la proposition qui est née au TMP Lab il y a à peu près 8 ans à peu près. On avait vu arriver les Fab Labs, la mode des Fab Labs, justement les débuts d'appel à projets nationaux où il y avait de l'argent qui commençait à arriver dans les tiers-lieux là. Et nous, on s'est dit, voilà, la proposition alternative serait de faire un truc
avec la proposition de sortir de la ville et donc d'aller ailleurs. Et ça tombait bien parce qu'on avait rencontré des gens qui habitent, ça s'appelle la vallée d'Imbligny, c'est dans le centre de la France, entre Bourges et Sancerre. C'est un village autogéré où des gens habitent dans des yourtes et ils ont fabriqué leurs yourtes, tout ça. Et ils nous ont invités, ils nous ont invités une fois, on a vu, ils nous ont proposé ensuite de faire, dans le cadre d'un droit d'usage, une expérience de hackerspace rural et plus après si affinité. Donc là, on s'est mis à bosser sur la fabrication d'un dôme géodésique. Choisir le dôme géodésique, c'était une boutade par rapport à la cybernétique. Voilà, bref. Et aussi, c'est quand même pas mal de... Enfin, disons que c'est un objet, c'est un habitat, le dôme géodésique, où il n'y a pas besoin de conception. C'est juste une équation mathématique. Bref. Et donc, on a commencé il y a 3 ans avec des chantiers collaboratifs et participatifs. Et là, c'est la 4e année. C'est super long parce que voilà, on est tous dispersés, mais malgré tout, voilà, on obtient au final un lieu où voilà, tout le monde peut éventuellement être accueilli pour faire des projets politiques, militants, hack, artistiques, voilà, n'importe, mais voilà, en s'organisant collectivement justement, en évitant le côté curating qu'il y a dans les lieux un peu voilà, institutionnels. Et du coup, ouais, la proposition, c'était d'un peu de réhabiter la France aussi, quoi. Parce qu'en plus, les contraintes financières, le truc, c'est de trouver l'équilibre entre trouver un taf et trouver un lieu accueillant, donc enthousiasmant, pas des bars et du béton, quoi. Et quand même pouvoir vivre, voilà, de son travail, quoi. Mais ouais, travail, bref. Tiers paysage et tiers techno-paysage. Donc, Mais peut-être Fergus, tu veux pas parler toi de ton rapport au travail? Ouais, moi? Ouais. Oui, c'est vrai qu'on avait pas mal abordé la question du travail. Il y avait des notes plus haut. Peut-être que Elekin et Natacha, vous pourriez en reparler. Enfin, dans ce que vous aviez présenté, peut-être que remettre une couche, ça peut être bien. Mais pour leur dire un peu, comme je l'ai dit, quand j'ai mis les pieds dans les hackerspaces, je me suis assez vite questionné sur la notion que c'était un travail et que c'est un peu hérité de l'informatique et de la programmation, mais c'est la rigueur et la passion dans ce qu'on fait, qui sont parfois des choses malheureusement associées au travail, prononcées avec son parti négatif, avec uniquement son habit négatif. Et la difficulté dans les hackerspaces de revendiquer ce qu'on fait et d'assumer en fait, plus que avant de revendiquer, assumer et pouvoir en parler comme ça, comme étant son activité. Il y a la notion d'argent et le fait de gagner sa vie, mais avant ça, le fait de travailler, la notion de travail, et de voir qu'on peut vite passer ses journées à faire ça, à partir du moment aussi où on fonde un hackerspace, bah, il faut tenir les murs aussi, après les avoir repeints et fait plein d'autres trucs. Mais voilà, j'avais abordé la question pendant les discussions qu'on avait parce que ça m'était venu assez rapidement dans ce que je faisais, de comment je peux présenter ce que je fais. Je le fais tous les jours avec la même passion, mais c'est pas reconnu comme étant ni une activité, ni un travail, ni encore moins un emploi. On a essayé d'aller un petit peu vers ça. Et puis, il y a quelque chose qui a été dit, c'est il n'y a pas de tiers-lieu, c'est marqué sur la feuille que j'ai dans la main. Parce qu'en fait, le mot tiers-lieu, comme il a été utilisé et détourné, au final, il a mangé le travail. Et parce que tiers-lieu, ça veut dire c'est entre le travail et chez soi. Alors qu'en fait, dans ces lieux-là, on questionne la notion de travail, etc. Donc peut-être que c'était pas que c'est pas ça qu'il fallait utiliser comme terme. on a parlé de hackerspace nomade aussi, de nomadisme. J'en ai un son. Ouais, on a parlé un peu de hackerspace nomade, éphémère, le genre de choses qui permettraient d'arriver quelque part, ouvrir et déclarer un lieu type hackerspace.
ou tiers-lieu, mais qu'on n'a plus le droit de dire. Voilà, banni. Donc je vais dire bip à chaque fois, du coup. Ouais, tiers-lieu nomade éphémère, c'était une expérience à laquelle j'ai participé l'année dernière, l'été dernier, quelque chose qui s'appelle Indie Camp. Vous pouvez retrouver ça via la plateforme Movilab. Ça a été fait par pas mal de gens qui ont travaillé dans des lieux, tiers-lieux, hackerspace, etc. et qui essayent de inventorier un peu toutes les différentes modalités qui font qu'on déclare un lieu. Eux, ils veulent, par cette plateforme, un peu justement mieux identifier ce qu'il y a dans le tiers-lieu, sans le galvaudage, justement, et dit par les personnes qui ont pratiqué ces lieux. Il y a pas mal de documents là-dessus, et il y a une expérience en cours qui s'appelle Indie Camp. Et donc, du coup, ça, c'est, on va dire, un camp de hackers d'été. Indie Camp, INDIE-CAMP. Je pense que tu vas peut-être le retrouver, sinon tu le retrouves via la plateforme Movilab directement dans Wiki. C'est un wiki Movilab. Voilà. Qui consiste à ouvrir justement un tiers-lieu nomade, éphémère, dans un territoire qu'on ne connaît pas. On invite des gens à héberger, en fait, s'ils ont un terrain. Je suis vraiment collé. Bon, c'est mieux. Voilà, mieux. Donc je disais, ouais, voilà, on demande à des gens s'ils sont OK pour nous prêter leur terrain, pour qu'on puisse aller faire des choses chez eux avec d'autres hackers, partager justement ce qu'on y fait. Donc l'été dernier, il y a une petite vidéo, elle dure pas longtemps, vous pourrez la regarder, justement sur IndieCamp, qui montre un peu l'atmosphère et qui nous plonge dedans. Bah, si tu la trouves, bah voilà, c'est celle-là, je crois, ouais. Non, ça c'était sur Fuck the World peut-être. Il n'y a pas de son. Ouais, c'est pas grave. Donc du coup, c'est vraiment l'idée d'arriver sur un territoire qu'on ne connaît pas, donc du coup l'explorer, s'installer le nécessaire pour pouvoir tenir une semaine à entre 10, 15, 20 jours maximum. Et chacun peut passer quand il veut pendant cette période où le lieu est ouvert. Et on fait pas mal de choses, on va se balader, on fait de la cueillette pour essayer de justement manger avec les choses que nous donne le territoire. C'est un peu ce qu'on fait en squat quand on va faire des récup à côté. Ben là, on le fait avec la nature en fait, plutôt que manger les déchets de la ville. On mange les fruits de la nature, c'est un peu plus sympa. C'est un moment qui permet justement du coup aussi à la personne qui nous héberge de venir inviter des gens de son voisinage, des amis et autre chose, pour qu'ils puissent faire découvrir aussi ce qu'on est en train de faire. Et par exemple, il y a une expérience qu'on a fait l'été dernier qui est en train de se reprolonger, qui prend une forme différente. On est parti quelque chose de nomade éphémère. Et aujourd'hui, Cédric, qui nous avait hébergé, veut partir dans une connexion de tiers-lieux dans le sud de la Bretagne. Et il est en train de développer ce petit réseau-là. Il veut reproduire le camp pour que ça puisse héberger justement des hackers en transition, nomades, qui se baladent, qui voyagent et qui ont besoin de lieux pour travailler. Et les contreparties, c'est quoi? C'est faire vivre le lieu, entretenir ce réseau-là, participer à différents échanges. Là-bas, en Bretagne, il y a une grosse communauté de voileux, donc qui font de la voile ou du surf. Et en fait, pourquoi pas hacker ces choses-là? Est-ce qu'il n'y a pas des hackers dans ce milieu-là? Je connais un pote qui fait des ailerons, par exemple. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui se mélangent. On sort en fait de la technosphère un peu et on se réapproprie surtout aussi des anciens savoir-faire. Et ça, c'est vachement intéressant. On est vraiment dans un autre rythme. C'est le matin, le café fait au rocket stove, filtré avec un vieux torchon. Enfin, on ne sait plus dans quel temps on est. Et c'est vraiment bien parce que du coup, c'est nous qui créons la temporalité dans ces lieux-là. On n'est pas happé par les choses de l'extérieur ou autre chose. Ça, voilà, donc j'avais partagé ça et je vous invite à aller voir ce qui s'y fait, à reproduire, si vous le voulez, avec des copains et copines, le même dispositif, IndieCamp. Voilà, c'est un dispositif qui est en code source. La façon dont on organise ça, c'est documenté, vous pouvez le voir comment on a fait, et donc du coup organiser les vôtres. Et à chaque fois, chaque IndieCamp est un fork du premier. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres informations à passer? Est-ce qu'on a d'autres lieux? J'aimerais ouvrir la parole au public. Est-ce que... Voilà. Par ici, des questions, des envies, des connaissances? Ah, des questions? Des références, des expériences à partager?
bien. Et puis, oui, pardonnez-moi pour ce temps. Voilà, mais là, j'y suis, là, c'est bon, là, je l'ai bien dans la gueule. Juste une réflexion par rapport justement aux terminologies, parce que tu parles de tiers secteur, effectivement, moi j'avais bien apprécié la façon dont je m'étais fait moucher sur tiers-lieu, je veux dire, pardon, sur la façon dont je m'étais fait moucher par Natacha, je crois, sur cette notion de entre boulot et dodo, et en contre, par contre, plutôt en prolongement avec cette notion de tiers paysage qui était assez passionnante, qu'on retrouve également sur les lieux intermédiaires et indépendants que l'on défend en tant que collectif d'artistes. Mixar Miris qui héberge un hackerspace qui est le Theta Lab. Et sur ce champ, cette notion d'intermédiaire, pas au sens de entre-deux, mais d'intermédiation, de commande d'intermédialité, comment ça agit ensemble ou ça tente d'agir ensemble. Et je crois qu'il faut qu'on soit précis sur les termes à un moment donné. Il y avait la question, y compris sur les hackerspace et les hack labs. Il va falloir vraiment qu'on ne laisse pas glisser trop les mots, et qu'on ne se les laisse pas trop piquer, et qu'on ne se les laisse pas trop vider de sens, parce qu'effectivement, la notion de tiers-lieu, là, en ce moment, on est dans des réunions avec le ministère de la Culture, dans une retentative, un resursaut sur ces lieux intermédiaires indépendants, mais qui risquent d'être très vite récupérés par les organisations professionnelles, avec des plus ou moins bonnes intentions, certaines légitimes et intéressantes, et puis d'autres peut-être un peu moins. Et donc là, le ministère voulait remettre du tiers-lieu en avant, parce qu'ils avaient l'air que c'était l'impression que de nouveau c'était un peu branchouille, un peu. C'est pour produire du langage pour la ministre à Avignon. Hein. Donc on est en avance quand même là, tu vois. On est dans les sphères, quoi. Tu vois. Et donc là, le tiers-lieu, on est en train de l'évacuer aussi à cet endroit-là, effectivement, parce qu'on voit bien ce qu'ils veulent en faire et que ça ne nous plaît pas des masses. Et pour autant, j'entends bien que là, l'expérience dont tu parles de tiers-lieu, elle est tout à fait légitime, et la terminologie l'est, de par la pratique qui en est faite et la manière dont c'est vécu. Donc je crois qu'il va falloir qu'on résiste quand même à un moment donné, et qu'on aille les titiller, les bousculer à ces endroits-là, là, tous les avaleurs de mots et les conchieurs non pas de concepts, mais de concepts mis à l'œuvre, et donc de vie. Il va falloir qu'on arrive à rattraper un peu ça quand même, quoi, qu'on arrête de se faire dilapider, piquer, vider. Ok. C'était juste pour encourager les gens, les personnes qui sont dans la salle à venir prendre la parole, puisque le projet d'Elekine et de Natacha, avec Petite Singularité, c'était de mettre en réseau, voilà, se rencontrer et discuter les différentes personnes qui sont dans des lieux type Hackerspace ou qui font de la recherche sur ces questions-là ou qui sont artistes et qui fréquentent en fait ces lieux-là. Et voilà, du coup, c'est pour ça qu'on a eu ces discussions assez libres et qu'on a abordé ces différents thèmes dont ils viennent de rendre compte. Mais je pense que c'est important si vous aussi, ça marche, ouais. Si vous aussi vous venez prendre la parole pour dire aussi quels sont vos besoins et pourquoi vous auriez besoin qu'on soit mis en réseau, vos désirs, vos envies. Je pense que c'est important pour qu'on puisse échanger. Et aussi pour que, voilà, l'idée c'est que chacune puisse se saisir de ce projet, puisque ça ne vit que si collectivement on partage nos pratiques. Donc voilà, c'est pour vous encourager à venir prendre la parole, même si c'est pour poser une question, quoi. Et donc là, vous vous levez. Ouais, j'ai deux petites questions. Une dans la lumière. Ouais, ouais, super. Avant, tu as dit Electrolab, plus gros hackerspace d'Europe. Ça veut dire quoi, plus gros hackerspace? Et après, j'en avais une autre, c'était sur... moi, ça m'intéresse parce qu'on essaie de faire avec une amie. Du coup, on travaille ensemble, on vit ensemble. Donc, dans le même endroit, c'est pas un hackerspace, quoi. Mais c'est important dans... genre pour vivre en paix, quoi, pour avoir envie de se lever le matin, quoi. Et ça change plein de choses sur le rapport au savoir, la façon de produire, la façon de mutualiser, etc. Du coup, savoir si vous connaissez des lieux qui font ça, ou si dans vos si peut-être que vous l'avez déjà fait dans vos hackerspace. Enfin, cette question de travailler ensemble, vivre ensemble, comment, enfin, si vous avez des trucs à dire dessus, quoi. Voilà. Ok. Marche pas. L'Electrolab, c'est le plus gros hackerspace d'Europe parce que c'est un hackerspace qui est dans un lieu de 1500 mètres carrés. Et voilà.
C'est aussi parce qu'ils ont les plus grosses machines. Voilà. Mais le Hackerspace a choisi dès le début d'être assez pointu dans. Alors, ils ont beaucoup de mécanique, mais ils ont aussi de l'électronique. Ils ont comme objectif de faire des circuits imprimés avec trous métallisés, ce genre de truc qui est fait en usine chère normalement. Ils ont beaucoup d'ambition, mais ils ne sont pas dans un tiers-lieu et c'est pas forcément compatible d'ailleurs avec leurs objectifs, mais bon, c'est leur choix. Je dis eux parce que j'y vais moins, mais j'étais au tout début fondateur du truc aussi un peu, enfin premier CA, et j'y retourne régulièrement et on a énormément de partenariats avec, parce qu'on est autour de Paris, donc pourquoi ne pas aller se rendre visite. Mais oui, donc par exemple à Electrolab, il n'y a pas du tout de lieu de vie pour l'instant. Et il n'y a pas le côté aller à la campagne. Non, ils sont dans presque un sous-sol. Ça n'a rien à voir. Mais les deux modèles doivent exister. Et le premier projet de l'Electrolab, c'est faire l'Electrolab, faire le lieu. Et ça marche bien pour l'instant. Et ça a essaimé à, je crois, Rennes. Ils ont vraiment copié un petit peu le concept. Et c'est bien. Ça essaime. Et on est content. Puisque tu parles du Rennes, on avait aussi quelqu'un qui était présent d'un lieu à Quimper. Je ne sais pas si vous avez le nom en mémoire, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup de lieux de technologie à Quimper qui étaient aussi là. Moi, j'ai un témoignage. Je ne veux pas aller dans la lumière pour plein de raisons. Donc moi, je fais pas partie de Hackerspace. Je suis pas un hacker. Je suis très mauvais en informatique. Mais attends, laisse-moi finir. Donc pour moi, l'attente que j'avais des Hackerspace, c'était de trouver des solutions pour une meilleure hygiène numérique dans le combat activiste qui est vraiment à la limite de la loi, dans des combats humanistes, c'est-à-dire, ce qui me concerne, c'est l'accueil de migrants et tous les réseaux entre guillemets, de mise à l'abri. Voilà les gens que moi j'accueille, donc puisque j'accueille chez moi ou que je trouve des lieux, donc il y a des recherches qui sont proches entre ce dont vous parlez, c'est-à-dire les tiers-lieux, des lieux nomades, des lieux d'accueil et j'ai du mal à trouver des outils parce que je sais que ça existe et je sais que ça faciliterait la mise à l'abri parce qu'on va avoir cette fonction, hein, en tout cas, ou ce devoir, je ne sais pas comment l'appeler, mais j'ai pensé depuis 2-3 ans que je suis vraiment là-dedans, quasiment tout le temps, trouver des réponses entre guillemets pratiques pour organiser un réseau souterrain, évidemment, qui soit pas formalisé, et donc ça c'est peut-être ce qui est difficile. Mais trouver des outils pour faciliter la chaîne de solidarité, très clairement. Moi, j'étais artiste jusqu'à il y a 2-3 ans, puis j'arrive plus à faire d'art, parce qu'en fait, ce qui m'a choqué dans mon pays, et puis en Europe de manière générale, c'est la somme de savoir qu'il y avait, qu'on a pu voir ressurgir un petit peu avec Nuit debout, et ça m'a bien fait plaisir de voir que, en tout cas, je ne me trompais pas. Mais la capacité à l'articuler dans l'action, pour des choses qui sont des plus banales, et ben ça, on va dire dans les pays les plus dotés, ben ça n'existe pas, et puis dans les pays les plus en queue, c'est-à-dire la Grèce, l'Italie, tout ça, ça existe. Donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir vraiment être dans la merde au niveau connexion internet, confort, on va dire, de nos espaces pour peut-être commencer à nous bouger, quoi. Je sais pas. Donc voilà, moi c'est un témoignage de ce que j'attendais d'un Hackerspace et peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas l'endroit et peut-être que... Bah effectivement, je vais te répondre. Alors je vais juste raconter un peu mon histoire vite fait, du coup peut-être que ça répondra à ta question en fait. Ça fait 1 an et demi à peu près, j'avais découvert alors attends, je suis pas doué avec les micros en fait. Alors ça fait 1 an et demi à peu près en fait, j'ai découvert un squat. Un très très grand squat de 3005 mètres carrés et je voyais qu'il y avait en fait du potentiel dans ce lieu, mais les gens en fait autour en fait ils avaient aucune connaissance niveau informatique, geekerie, hygiène numérique dont tu parles et tout, donc je sentais en fait le besoin de me motiver, de vraiment laisser tomber mon appart,
de me lancer dans l'aventure Scott. En fait, j'ai pris ce pari, en fait, voilà. Donc un mois tout seul, je suis venu avec mon petit matériel, je me suis posé dans une petite pièce, commencé à bricoler et tout, et intéresser les gens autour de moi, à les sensibiliser. Malheureusement, ce premier épisode, en fait, il s'est un peu mal passé, quoi. Parce qu'il faut quand même vivre avec les gens, merci. Faut vivre, voilà. Et en fait, à partir de ce lieu, en fait, j'ai découvert quand même d'autres personnes qui étaient motivées, qui avaient quand même la sensibilité de vouloir comprendre un peu mieux la technologie. Et c'était ça, en fait, le rôle d'un hackerspace que j'avais trouvé. C'était sensibiliser vraiment les gens autour, voilà, de cette manière. Donc, après ce premier épisode, j'avais ouvert un deuxième lieu. Donc, quand je dis ouvert, c'est juste venir, l'installer et tout, etc. Il y a d'autres équipes, en fait, qui ouvrent et tout. Et petit à petit, en fait, on a commencé à faire des ateliers d'autodéfense numérique, de sensibilisation par rapport à ce qui se passe en ce moment, le big data et tout, les problématiques qui ont été posées au THSF. Et puis je pense que petit à petit, en fait, j'ai sensibilisé, j'ai l'impression, une vingtaine ou une trentaine de personnes qui, eux, vont encore plus sensibiliser les gens et montrer que, hey, regarde, dans le hackerspace, tu peux y aller, c'est pas que des geeks, genre cagoulés, noirs et tout, qui se cachent, mais qui sont plutôt en mode humain, il y a un contact, il y a un rapport. On peut venir t'aider à installer ta petite machine, la réparer, à t'apprendre, je sais pas, te défendre sur Internet et tout, mais il faut que les gens aussi se motivent pour ça. Les hackers peuvent pas aussi courir derrière les gens. Déjà, je trouve que le THSF, c'est un super truc parce que ça sensibilise. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Autour de nous, en fait, la résidence, il y avait des gens qui n'étaient pas hackers. Malheureusement, je ne vois que des hackers ici. Les autres, ils sont cachés. Il y avait des artistes quand même qui sont venus. Ah, merde. Ça, c'est autre chose. Le SSL, en fait, ouais, voilà, ouais, j'avoue, faut le racheter. Hein. Non, on n'a pas de site pour l'instant parce qu'on essaie de rester un peu discret, en fait. Le SSL, mais bon, ça marche pas, quoi. Et puis voilà, quoi. Faut s'informer. Faut juste, voilà, faut venir. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens comme ça. J'étais le seul geek donc parmi 15. Maintenant ça va, j'arrive au bout d'1 an et demi à avoir des discussions avec mes colocs et ils arrivent à comprendre c'est quoi Facebook, c'est quoi Google, etc. On fait des ateliers style brasser sa propre bière, qui je pense aujourd'hui cultiver sa propre nourriture ou faire sa propre bière ou kéfir et tout, il y a une sorte d'acte de militantisme, quoi. Et donc c'est ce genre de truc qu'il faut faire dans les hackerspace, qu'il faut avancer. Voilà. D'autres questions, deux éléments, alors je ne sais pas par lequel commencer pour que vous discutiez le plus, comme ça. Non, mais globalement, c'est à Toulouse, il y a des terres-lieux, il y en a qui sont plutôt institutionnels, donc je pense au Fab Lab, voire très organisé, très hiérarchisé, quelque chose autour de la cantine, la mêlée numérique. Donc la question, c'est le positionnement de ces tiers-lieux les uns par rapport aux autres. Et je pense que chacun d'eux a existé parce que la sensibilité des gens qui participent, c'est pas la même. Et de l'autre côté, il y a eu la description de ces hackerspace qui bougent, qui est nomade, avec des personnes qui vont de lieu en lieu. Et vous êtes presque en train de réinventer quelque chose qui a existé, qui existe encore, mais de manière diffuse, qui est le compagnonnage autour de l'artisanat. Et tout ce qui est les maçons qui allaient de cathédrale en cathédrale, où on hackait où chaque cathédrale était un prototype et puis on inventait une nouvelle solution parce que l'évêque du coin il voulait faire plus haut et les maçons ils trouvaient un moyen d'obéir à l'évêque. C'est ça qu'il faut réinventer quand même. La relation à l'évêque. C'est quoi la question avec les Fab Labs? C'est quel est le positionnement avec ceux qui se sentent plus institutionnels par rapport à d'autres qui se sentent moins institutionnels? Voilà, c'est une question. C'est peut-être spécifique à Toulouse ou c'est spécifique peut-être à la mentalité toulousaine, je ne sais pas. Je vais essayer de t'y répondre avec discussion qu'on a eue, peut-être sur deux axes. Un sur stratégie et tactique et l'autre sur aussi les gens qu'il y a derrière, en fait, qui sont dans ces lieux. Je vais commencer par le deuxième axe en premier parce que c'est le plus court. Que tu sois dans un milieu institutionnel, un hackerspace, un lab, etc., parfois un individu fréquente les 3 et les 4 en même temps. Par exemple, moi je suis à la Cité des Sciences en résidence au Carrefour Numérique, qui est un Fab Lab institutionnalisé dans la médiation numérique.
et en même temps je bosse aussi dans un hackerspace. C'est le genre de lieu que j'aime bien fréquenter, et donc du coup en fait peu importe, même si c'est pas tout à fait ça, en fait les ambiances elles sont quand même à peu près là. Et après il y a le stratégie et tactique. C'est en fait est-ce que dans la stratégie globale c'est ouvrir des lieux, des hackerspaces, peut-être des tiers paysages, ce genre de choses. Mais du coup, tu es limité en tactique dans le présent. En fait, qu'est-ce que tu fais? Le lieu, il est là, il appartient à la mairie, elle le sollicite pour un projet, elle fait un appel à projet, bah, pourquoi pas y répondre? C'est une occasion, donc tu choisis la tactique. Il n'y a pas de lieu disponible, etc. Qu'est-ce que tu mets comme tactique en place pour pouvoir le faire? Donc reprendre justement cette idée comment dire, de compagnonnage, c'est reprendre la tactique des compagnonnages qu'ils avaient par rapport à leur stratégie qui était de essaimer et faire ce genre de choses. Donc finalement, pour moi, il n'y a pas de différence à faire forcément entre institutionnel, etc. C'est les individualités qui passent dedans, qui arrivent à se mélanger, qui partagent et qui en ressortent différents. Tu rentres pas dans un lieu comme ça sans rien déjà, et tu en ressors pas sans rien non plus. C'est des lieux où il se fabrique quelque chose généralement, que ce soit de la discussion, des objets ou d'autres choses. À chaque fois, tu en ressors légèrement transformé ou du moins impacté. Moi, quand je te parlais de l'Indicamp que j'ai fait, bah, encore un an plus tard, il y a des conversations qui me reviennent, des choses que j'ai vues que j'aurais pas vues ailleurs en fait, et qui m'ont un peu traversé et qui continuent en fait à me faire avancer moi sur là où je vais. Et aussi d'ailleurs, faut tactique, stratégie, etc. La stratégie, elle est assez générale, mais petit rappel, on ne sait pas où on va en fait. On est des hackers ou je sais pas quoi, donc à chaque fois on va essayer de remettre en question, détourner les trucs, redonner d'autres sens et tout. Donc il n'y a pas forcément un but final à trouver à comment tu te mets en place. L'important c'est vraiment ce qui s'y fait, ce qui s'y fabrique. Après la forme, on en reparlera dans 10 ans, voir si c'était la bonne et savoir si elle était plus facile et plus commode. Et on essaye de trouver aussi à chaque fois d'autres formes pour continuer à avancer, quoi. Mais on est avant tout des individus et je pense que c'est, enfin des individus, des entités. Et voilà, c'est ce qui s'est passé aussi aujourd'hui là. Enfin, aujourd'hui, c'est 4 jours. Et les conversations qu'on a eues, ce besoin de commun, de partager, de se nourrir, c'est ça aussi, ça a été un moment qui a été créé, qui a été fabriqué, qu'on a fait exister en fait. Et l'essentiel pour moi réside là-dedans, sans parler d'où tu viens, quoi. Donc il y avait un applaudissement là-bas au fond. Vas-y, prends le micro. Bien, lâche ton casque et prends le micro. Donc, juste un complément par rapport à ce que vient de dire Seb. Il y a quand même une différence quand même entre les Fab Labs et les hackerspace. Je suis désolé. Ah merde. C'est vrai qu'il y en a Je te rejoins complètement sur tactique et stratégie évidemment, mais il faut quand même se rappeler et ce qui a été très clairement dit. Ce qui a été très clairement dit à un moment donné dans nos rencontres et dans nos échanges, c'est qu'effectivement, on avait dans les hackerspace la notion d'un espace critique vis-à-vis des technologies qui n'avait pas lieu dans les Fab Labs, tel qu'en tout cas il se pratiquait, il se définissait, il se vivait. Et que cette dimension de la technologie pour la technologie, l'adoration de la technologie pour la technologie, qu'on peut trouver quand même de manière récurrente et assez clairement exprimée dans les Fab Labs, effectivement ne se traite pas du tout de la même manière dans les hackerspace, de par les prolongements, de par comment va être traité ce rapport et cette relation à la technologie, comment va être questionné, comment va être problématisé et voire mise en perspective. Donc il y a quand même cette nuance forte. Par contre, on a eu des récits d'expérience qui rejoignent et fondent complètement ce que dit Seb, c'est qu'actuellement ces frontières-là finalement deviennent un peu plus poreuses que ce que ça a été il y a ne serait-ce qu'il y a 1 an, 2 ans, deviennent un peu plus poreuses avec des aventures qui s'appuient effectivement sur des personnes, sur des individus ou des groupes, des petits groupes d'individus qui vont investir des espaces qui vont être effectivement de l'ordre de la mairie, de la médiathèque, de l'ordre du Fab Lab, du musée des arts et métiers. Par exemple, le musée des arts et métiers, et où tout d'un coup, il va y avoir un entrisme. Alors, je ne qualifierais pas ça de trotskisme, pour pas agacer mes petits copains, là, parce que j'ai pas employé, on l'a pas employé ce terme-là dans les discussions, mais en tout cas, l'idée qu'à un moment donné, il est important aussi de ne pas céder ces espaces-là. De la même manière que tout à l'heure, on disait qu'il fallait pas céder les verbes et les mots, il n'y avait pas non plus à céder les espaces, finalement, et qu'à des moments donnés, quand des Fab Labs pouvaient être un peu déclinants ou un peu
un peu flottant, c'était peut-être l'occasion effectivement de s'immiscer et de choper les interstices, ça on en a beaucoup parlé, de la notion d'interstitiel, et de choper les interstices pour tenter, voir qu'est-ce qui peut pousser de vivant dans ces interstices-là. Je voulais juste vite fait un petit mot en fait par rapport au Fab Lab Hackerspace. Vite fait, hein, je prends un raccourci rapide. Si tu as 0 €, tu peux aller à un Hackerspace et fabriquer des trucs, mais si tu as 0 €, tu peux pas aller à un Fab Lab et fabriquer des trucs. Moi, je suis un peu fâché avec les Fab Labs pour ça, en fait. Après, ça reste mon avis perso, en fait. Je pars de... Tu as 0, vraiment, connaissance et argent et rien, t'es nu. Et comment tu fabriques les choses, quoi. Et je trouve qu'un Hackerspace, ça aide plus qu'un Fab Lab. Un Fab Lab, j'ai l'impression que ça reproduit un certain système, quoi. Bon, je vais rester un peu flou quand même, d'une certaine manière. Le Hackerspace que j'avais un peu donné l'élan, parce qu'il s'est créé aussi tout seul, voilà, mon Hackerspace, notre Hackerspace surtout. Il est un peu pas très très loin du Fab Lab le plus cher d'Europe, enfin de France surtout, ou d'Île-de-France, voilà plutôt. Et alors que moi, c'est le Hackerspace le moins cher en fait. Il m'a coûté juste des vis et une bâche. Tout le reste en fait, c'était les murs, le matériel et tout, c'est que de la récup, que des trucs comme ça. Et puis voilà, c'est un contraste que j'adore en fait en parler et puis voilà, qui fait appuyer mon avis en fait sur ça. Il le faut, ouais. Oui, il faut les deux, c'est vrai, il faut les deux. Juste, du coup, j'ai récupéré un micro, donc j'enlève mon casque pour prendre la parole un peu, mais j'ai applaudi parce que juste, effectivement, les lieux collectifs et les squats, moi je fais partie de TV Bruit, qui est à Myris depuis le début, c'est une asso qui existe depuis 15 ans, mais surtout j'ai réalisé un documentaire dans un squat à Paris qui s'appelle le 23, qui aujourd'hui est fermé. Et bah ouais, en fait, j'ai monté mon docu avec Uto, que vous devez connaître aussi, et en fait, aujourd'hui, c'est un squat qui a fermé depuis fin mars parce que le juge a décidé de fermer ce lieu. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, il a été ouvert pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, ce lieu, il a permis à des créations d'émerger. Il y avait un atelier de couture, il y avait de la danse, il y avait un studio de montage dans lequel j'ai pu monter mon docu. Et les voisins étaient là, il y avait quelqu'un qui vendait des légumes le mercredi soir, bio et local. Et en fait, ce lieu, il n'existe plus, mais c'est pas grave parce que pendant 3 ans, il y a une belle dynamique, il y a quelque chose qui s'est créé. Le collectif du 23, il existe encore. Ils ont ouvert un nouveau lieu, Dubaï. Ils ont ouvert aussi un lieu à Issy-les-Moulineaux. Enfin, et en fait, c'est ce que tu disais, c'est qu'on ne sait pas demain où on sera, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on est ensemble, on crée, on essaye. Et je pense que c'est ça le plus important, en fait. C'est juste d'essayer de faire maintenant. Et peut-être que dans 10 ans, on se rendra compte que c'était pas bien ou qu'on a pu faire mieux. Mais au moins, on est en train de faire et la dynamique, elle est là, elle est belle et elle permet de créer des choses incroyables, quoi. Donc, c'est pour ça juste que j'ai applaudi parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Faisons. Exactement. Bravo. Et pour rajouter sur le côté, c'est les personnes qui sont les plus importantes. Et les personnes, moi, je prends mon exemple, je vais à l'Electrolab, je vais des fois dans les Fab Labs, mais je n'ai pas la peine parce que j'ai suffisamment de matos, mais je vais partout et on s'en fout. J'étais au Loop qui était en squat, je suis allé au 23, c'est à côté de chez moi un petit peu, je suis allé un peu partout. Et avec d'autres gens comme ça qui sont multi-lieux, on organise le Hack Carnaval, c'est un carnaval de hacking. Et c'est la semaine prochaine, c'est jeudi, si vous passez à Paris, au Musée des Arts et Métiers. Alors c'est en semaine, mais c'est nocturne jusqu'à 21h. Et ouais, nocturne jusqu'à 21h pour un musée, ça fait rire certains, mais quand même, d'habitude ça ferme à 18h. Donc ça veut dire que si vous travaillez, vous pouvez cliquer sur le programme. Ouais. Il y a, en gros, c'est des gens qui viennent de différents endroits. C'est où le programme ? Clique le programme. Du monde entier même, pas que des hackerspace parisiens, ils viennent un peu partout. Il y a plein d'associations qui seront là, donc, et les hackerspace de parisiens, mais aussi des associations comme la Petite Roquette, qui est une ressourcerie parisienne. Je ne sais pas s'ils viendront, mais certainement Mozilla aussi. Et il y aura... Pardon ? Non, on n'a pas besoin pas d'une semaine pour récupérer. Demain, on rentre et mercredi, on installe et c'est jeudi. Boum. Pas le temps. Et c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui sont pas là aujourd'hui. Par exemple, ceux de Datapolet, ils travaillent un peu sur l'installation. Et donc, il y aura des gens qui vont venir du monde entier, des hackerspace. Mitch Altman, par exemple, il est connu pour avoir fait TV Bigon. C'est TV Bigon qui sont soudés là à l'atelier soudure.
Et il sera là pour faire un atelier, soudure aussi, puis faire un speech, j'imagine. Et bon, il est historiquement du Duxbridge, mais il est du monde entier en fait. Voilà. Le programme, il est sur le site. Il est très long. Vous avez tous Internet. Arrêtez. Encore une fois, pour ceux qui ont raté, le festival des ouvertures utiles qui se passe, les dates. Le 14-15 juin, voilà. Voilà. N'hésitez pas vraiment à vous renseigner et tout. Je préfère que vous alliez voir sur le site et vous voyez, et puis voilà. Le fou. Je vais, ouais. Donc un autre événement qui a lieu cet été, c'est le Transact Meeting, très important puisque il rassemble. C'est un événement qui a eu lieu 2 fois, qui revient cette année, qui rassemble les hack meetings espagnols et italiens et d'autres mouvements sympathisants comme les hackers et squatteurs hollandais qui sont là, qui nous ont organisé un hackon magnifique. Il y a aussi tbd.camp, si tu peux le sortir. Tu as donné une adresse ? tbd.camp. C'est la suite de Hackon. Et ça aura lieu... Je vais changer. Shift... Ouais, les hackers, ils savent pas configurer leur clavier correctement. C'est que ça change à chaque fois. C'est bien ce que je dis. Voilà, 6 au 8 juillet. Ça aura lieu à Tarnac, très probablement. Et ça fait partie des nombreux événements de l'été qu'on aurait dû déjà mettre sur la conférence THSF, mais on ne l'a pas fait. En revanche, on a mis les bullshit bingo d'or. Du Transact Meeting qui aura lieu à Tarnac. Oui. Pas ça. Ah oui, non, ça a lieu aux Pays-Bas, pardon. Ouais, c'est tous les mêmes gens. Donc, ouais. Alors Tarnac, ça se trouve... Non, vas-y, non, c'est parce que ça va être long. Non, mais c'est pas à propos de ça. Ah bon. Vas-y, finis. J'ai une question, c'est où Tarnac ? Il y a besoin d'une réponse ? Ouais. C'est dans, je crois, la Creuse. Et c'est un village qui était parmi les villages à peu près désertifiés de cet endroit-là, où de plus en plus de gens se sont installés au départ en campement et qui consolident leur occupation du lieu avec un souhait d'organisation communautaire. Je ne saurais pas en parler plus longuement parce que je ne connais pas les détails des modalités de fonctionnement, je connais juste de l'extérieur. Ouais. Ouais, bah, je vais faire un peu le rabat-joie, je suis désolé. Voilà, bon. À propos de l'événement que vous co-organisez à Oaknam, bon, effectivement, au TMP Lab, on avait, il y a un certain temps, travaillé avec Marie-Christine Bureau et puis les gens du CNAM pour faire un truc plutôt. Au début, c'était une prise de contact, et puis, je sais plus s'il y a un certain temps, c'était peut-être il y a 6-7 ans, bref. Pour présenter le hack, où à l'époque, vraiment, il y avait très peu de sociologues qui s'y intéressaient. Et maintenant, voilà, il y a monsieur Lallemand et Marie-Christine Bureau et quelqu'un d'autre qui ont écrit un bouquin qui est à l'entrée, d'ailleurs, qui cite des lieux, des gens qui travaillent dans des hack labs et tout ça, et qui viennent très peu dans les lieux, et qu'on a vu très peu au final, et qui après écrivent un bouquin et des recherches scientifiques, et après on n'a plus de nouvelles d'eux. Et ils vendent ce bouquin à l'entrée là, voilà. Et ils proposent à la communauté après de venir à un carnaval au CNAM, voilà. Donc moi, enfin, je comprends tout à fait qu'on puisse y participer parce que effectivement c'est une couverture. C'est gratuit. Non, bah en fait non. En fait c'est pas gratuit parce que en fait je pense que dans une certaine partie, c'est des gens qui n'ont pas la conscience de spolier les gens qui viennent observer sociologiquement et qui font un travail sociologique de qualité plutôt questionnable. Voilà.
Donc ça, voilà, premier chapitre. À propos de ce que tu disais tout à l'heure, à propos de l'individualisme, je pense qu'il y a quand même du taf dans les hack labs aussi. Moi, je pense que voilà, j'ai vraiment urgemment besoin de collectif, en fait. Plutôt que de me dire qu'un hack lab, c'est une succession de mecs, les uns à côté des autres, en train de bidouiller un truc, chacun de leur côté, tu vois. Voilà, donc moi j'ai vraiment envie qu'un hack lab ça ressemble un peu moins à une petite entreprise ou une start-up ou à un espace de coworking que à un collectif qui éventuellement pourrait ressembler aussi à un syndicat par exemple. En fait, c'est un vieux truc, un syndicat, ça marche depuis très longtemps, ça protège des gens, ça sauve des gens. Bon voilà, implication sociale plutôt consistante, surtout en ce moment. Je pense que les hack labs, ça pourrait quand même un peu se tirer les, voilà, se mobiliser, voilà, poliment, dans la rue de temps en temps pour éviter que ce soit interdit au final de faire des événements comme ça bientôt, qu'il y ait des lois scélérates qui passent, parce que bon, c'est bien gentil de lutter sur le volet, le plan de la neutralité du net, ou tous les volets techniques qui sont aussi liberticides, mais en fait c'est transversal, et donc au final, si on s'intéresse pas au volet social, bon bah, je crois que nos petits ordinateurs et notre petite technique, on va pouvoir voilà, juste bidouiller dans notre coin et se taire, voilà. Donc tous dans la rue le plus possible, parce que sinon bah voilà, les THSF, les HSF et toutes, ouais. Merci de me reprendre. Voilà. Et oui, le petit détail à propos du, comment t'appelais ça, le compagnonnage. En fait, c'est intéressant le compagnonnage, mais c'est un truc qui reste quand même assez élitiste. Et c'est vrai que au début, ça nous passionnait. Enfin, disons, au Temple Lab et puis à Usinette, on a pas mal parlé avec des gens du milieu du compagnonnage, mais en fait, au final, même eux, ils te faisaient un retour d'expérience d'un truc assez élitiste et assez, on va dire, enfermé sur soi. Et on avait fait des petits échanges comme ça intéressants, justement sur une comparaison entre le côté ouvert du libre et de partager ses recettes, alors que dans le compagnonnage, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, il faut le mériter, en fait, le savoir. Voilà, bon, il faut faire. Enfin, c'est intéressant, mais en même temps, c'est très élitiste comme modèle. Bref, voilà, c'est tout. J'arrête de râler. Est-ce qu'on a encore quelque chose ou on clôture? T'es là, Loki, je te vois pas si t'es là, mais je me permets de propager ta petite idée, et tu me fais rebondir avec l'idée de syndicat, mais si vous avez des lieux que vous fréquentez et tout, faites des interlabs, rencontrez-vous entre labs, allez peut-être d'un lab à l'autre, faire des soirées, sans forcément bosser ensemble, mais déjà juste se rencontrer, papoter, voir comment ça avance dans ce lab-là, ce lab-ci. Vu qu'on est toujours en train dans des situations un peu bancales, en train d'occuper, en train de faire des appels à projets ou des trucs comme ça, et ben finalement c'est peut-être des moments aussi pour venir s'entraider et faire avancer le truc à plusieurs mains et pas que sur le dos de chacune des personnes qui sont sous un toit. Enfin, déjà que c'est dur d'ouvrir un lab, de passer du +2 potes qui bossent quelque part à +4, donc essayons de se réunir de temps en temps. Enfin, ce moment-là, c'est un gros moment, mais si on arrive déjà à le faire un peu localement avec les voisins, c'est du temps gagné pour quand on se retrouve pour des gros événements comme ça, en fait. Voilà. Compliment peut-être. Merde, ça m'échappe maintenant. J'étais tellement séduit par ton interlab que je viens d'oublier ce sur quoi je voulais insister. Ding, 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 ding. T'as un truc à dire, je suis sûr. Putain, t'es vraiment... Moi, je vais continuer sur ce sujet. Je vais revenir un peu sur le Festival des ouvertures utiles, parce que finalement, ce qui se passe au Festival des ouvertures utiles cette année, c'est un peu ce dont on a discuté pendant 4 jours. C'est l'Intersquat de Paris qui organise ça, et habituellement, ça se faisait dans chacun des squats. Et le problème de faire chacun dans son squat, c'est que tu rencontres pas les autres squatteurs. Du coup, cette année, ils ont décidé d'ouvrir un lieu et de se rassembler tous dans ce lieu. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir à ce dispositif. À Paris, c'est pratique. Il y a pas mal de hackerspace qui ont déjà pas mal de choses ensemble. Dans d'autres villes, probablement, c'est possible aussi.
L'année prochaine, le THSF, pour moi, c'est l'endroit où vraiment on peut se rassembler entre hackerspace très différents. Et ça j'ai envie de le dire parce qu'on a eu beaucoup de mal à faire passer le message de la réconciliation. Alors réconciliation, je ne veux pas faire des guerres de clochers, mais quand même, c'est important de travailler nos différences et de travailler le respect de nos différences et de pouvoir se rencontrer. En face de nous, on a un ennemi qui est très puissant, des ennemis qui sont très puissants, et nous, on n'est pas très puissants. Cette puissance d'agir, on peut la générer qu'en collectif. Et vraiment, c'était tout notre espoir, toute notre intention ici, en venant avec Natacha et Petite Singularité, c'est créer du collectif. On est loin d'avoir fait tout ce qu'on voulait faire aussi, notamment parce que c'est très dur de survivre chaque jour au THSF. C'est très intense. Donc voilà. Merci beaucoup à tous ceux et à toutes celles qui se sont prêtés au jeu, qui ont pris du temps pour discuter hors des machines. C'était vraiment très nécessaire et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de volonté de faire vivre cet événement et de faire vivre ce réseau de hackerspace francophone. La baleine à Quimper. La baleine à Quimper, oui. Tu veux dire un mot ? Peut-être l'année prochaine, on revient pour l'édition 10 et on en parle plus. On aura 1 an et demi d'expérience, donc on saura mieux où on en est, quoi. Je pense. Parce que nous aussi, on a du mal à survivre au THSF. Donc j'encourage vraiment tout le monde à s'engager dans la préparation du prochain THSF, pas attendre qu'il y ait des mails qui partent de Toulouse pour vous dire alors vous voulez faire un truc, là on a lancé le CFP, etc. Non, ce qui serait bien, c'est que c'est toujours la même chose, hein. On se sépare, on rentre chez soi, on a des bonnes intentions et puis après on se retrouve 1 an plus tard, on n'a rien fait. Moi j'aimerais qu'on prenne l'habitude de se dire que ce temps commun qu'on prend ici ensemble, c'est aussi un temps qu'il faut préparer. Qu'il faut investir et nourrir tout au long de l'année. Donc s'il y a des... Bref, j'ai trop parlé. Merci à tout le monde, vraiment à Mixart Miris, au THSF, de nous avoir accueillis, à tous les hackerspace de la résidence, d'avoir partagé leur temps, aux gens de TV Bruit, aux gens de... la fac des Beaux-Arts de Montpellier qui nous ont fait un webzine, Wizine. Wizine.org, c'est ça ? Wizine.org, ouais. Donc Wizine, c'est what you see is not. Et le Theta Lab, bien évidemment, sans lequel on n'aurait pas ni de porn, ni d'amour. Ouais, alors spécial dédicace au triumvirate cabalistique des organisateurs, comme les appelle Tonton, Frédéric et les 2 Paulines qui se décarcassent depuis 3 ans chaque année à s'effacer devant le collectif et à faire en sorte que tout fonctionne. Quand ça ne fonctionne pas, c'est dommage, mais c'est surtout dommage de laisser passer une telle force et un tel potentiel pour des histoires de braquage de part et d'autre. Je dois dire vraiment de part et d'autre. Je pense que vraiment c'est un problème que vous devez régler ensemble. Moi, je suis juste venu là pour appuyer sur l'abcès et dire, vous voyez, ce truc-là, il n'est pas réglé. Ça fait 2 ans que ça traîne. Chaque année, il y a des attaques, il y a des braquages, et à chaque fois qu'on discute, on est toujours dans une difficulté de faire ce pas de côté. Vraiment, j'insiste sur cette chose-là, parce que c'est super important d'accepter que la communication n'est pas fluide, d'accepter que l'humain est en manque et dans une aporie, on n'est pas plein, on n'est pas
On n'est pas des individus, on n'est pas des petites bulles séparées comme ça. Nos petites bulles séparées n'existent que parce qu'il y a d'autres bulles autour de nous. Et vraiment, il faut qu'on arrive à sortir de nos gonds, mais dans un sens d'ouverture, d'enlever les portes, voilà, pour pas qu'elles se referment. C'est en bonne voie. J'écoute la souffrance. Pour la vidéo, vous n'entendez pas des grands cris dehors. C'était un bon final. Tu voulais rajouter un truc? Bah, toi, tu voulais rajouter un truc. Un mot de la fin? Non, non, je crois pas. C'est très bien. À l'année prochaine. Et si quand même, c'est pas grave, mais restons vigilants parce qu'il y a des espaces à défendre, vraiment quoi. Et du vivant à défendre. Let's